Bonjour! Dans cette troisième vidéo, on va voir la construction du bâti de l'ascenseur. Là encore, je dois remercier chaleureusement les intervenants du forum Passionnément, et plus particulièrement Christian, Hervé et Olivier pour leur expérience et leurs bons conseils. Chaque cas étant par définition particulier, je ne vais pas donner de cote exacte, mais juste vous essayer de vous expliquer ce que j'ai fait, ce qui pourra vous donner des pistes et des idées si vous envisagez une telle construction. Dans mon cas, l'ascenseur doit démarrer à environ 85 cm du sol, sous le plan du réseau qui est à 95 cm du sol. La longueur du pont de l'ascenseur fait 1,35 m pour pouvoir loger une petite rame de voyageurs de 4 voitures avec sa loco. Les plus grandes rames pouvant passer dessus pour rejoindre directement les garages situés à 15 cm sous le plateau du réseau. Et comme je ne sais pas encore précisément où je vais le mettre, et ni comment je vais le fixer au réseau, il fallait qu'il soit autonome et autoporteur. D'un point de vue mécanique, l'arbre de sortie du moteur est couplé à une vis qui fait monter ou descendre une plaque le long d'un profilé en aluminium. Et sur cette plaque est fixée une pièce réalisée en impression 3D et qui supportera le pont de l'ascenseur. Donc je suis parti d'un caisson de 1,25 m de long sur 10 cm de large et 19 cm de haut, qui repose sur une base de 19 cm de large pour être bien stable. Le tout en contreplaqué de 15 mm. J'avais prévu des pieds réglables, mais le sol étant bien plan, ça n'a pas été nécessaire. Les morceaux de contreplaqué sont vissés et collés. Ce caisson doit vraiment être rigide et solide et avec une bonne tenue dans le temps. Sur ce caisson de base, j'ai fixé deux glissières en aluminium de 20 sur 20 et de 700 mm de haut. Alors attention, car il en existe de deux sortes, le type T et le type V. C'est le type V qu'il faut prendre, le type T étant utilisé plutôt en assemblage. Donc ici, c'est du 20-20V que j'ai pris. Sur chaque glissière va venir coulisser une plaque mobile à roues. L'écartement des roues se règle avec un écrou excentrique et la plaque doit glisser sans résistance mais sans jeu. Les glissières sont fixées en bas par une embase carrée de 20 sur 20 qui est prévue pour l'assemblage des tubes carrés de 20 mm. Mais on ne mettra pas la vis qui bloque la glissière car elle sera fixée autrement. On pourrait d'ailleurs même s'en passer et mettre simplement une vis dans le trou central à travers le contreplaqué. Les glissières doivent être fermement maintenues strictement parallèles dans les deux plans X et Y. Et pour cela, j'ai utilisé deux cornières métalliques fixées aux angles arrière du caisson. Le parallélisme absolu doit être obtenu à tous les stades de la construction, ainsi que la rigidité de l'ensemble. Les glissières sont reliées aux cornières par des pièces imprimées en PLA qui se fixent sur la cornière par des boulons de 6 mm et à la glissière par ces écrous qui viennent se loger dans la fente et utilisent des boulons de 5 mm. Comme pour les autres pièces en impression 3D, je n'ai pas mis les STL sur Cult 3D car ils sont fabriqués aux mesures de mon ascenseur et ne sont donc pas universels. Néanmoins, j'ai quand même mis un lien vers un fichier zip qui contient tous ces STL que j'ai faits et dont vous pourrez vous inspirer en les modifiant à vos mesures dans Fusion 360. Donc là, comme la glissière est maintenue en bas par l'embase carrée, il n'y a qu'une pièce de fixation en haut. La glissière doit être strictement parallèle à la cornière de l'angle dans les deux plans X et Y. J'ai glissé des petits morceaux de PLA d'environ 1 mm d'épaisseur autour de la glissière dans l'embase pour qu'il n'y ait pas de jeu. Sinon, on peut rajouter une deuxième équerre de fixation identique à celle du haut. Ensuite, sur cette glissière, il y a une plaque à roues qui coulisse et il faut fabriquer une pièce de liaison entre cette plaque et la vis qui sera actionnée par le moteur. Cette pièce de fixation est déjà plus universelle et je l'ai mise sur Cult 3D. Elle permet de loger un écrou anti-jeu muni d'un ressort qui sera placé dans le haut. L'écrou anti-jeu est constitué de deux bagues avec deux créneaux qui solidarisent les bagues en rotation tout en permettant un déplacement dans l'axe. Elles sont forcées en écartement par un ressort qui les plaque chacune sur un filet de la vis. J'en décrirai le fonctionnement à la fin de cette vidéo. Ici, on voit la pièce de liaison en coupe avec la petite bague qui rentre un peu en force car l'ajustage est très serré et ne peut donc ni se déplacer ni tourner. Et la grande bague qui, elle, sera laissée un peu libre en translation de 1 à 2 mm sans mettre les vis à fond.
Au départ, j'avais prévu une troisième bague dans le bas en me disant que c'est elle qui supporterait le poids de l'ascenseur, et donc que la bague à ressort n'assurerait que le rattrapage du jeu. En fait, cette troisième bague ne sert à rien, et elle ne fait qu'ajouter une contrainte supplémentaire à la vis. D'ailleurs, les essais m'ont montré que ça fonctionnait mieux sans cette troisième bague. Donc son logement est prévu dans la pièce de liaison, mais à vous de voir si vous la mettez ou pas. À ce stade, on ne cherche pas encore à placer le moteur ni la vis, et on verra pourquoi plus loin. Il faut d'abord fixer le support de la voie sur la pièce de liaison. Là aussi, elle est en impression 3D, et je l'ai aussi mise sur Cult 3D, car elle peut servir telle qu'elle. C'est elle qui va supporter le tablier de la voie. Elle se fixe avec des boulons M5 sur la plaque coulissante. La plaque doit coulisser sans frottement ni jeu. Ça se règle avec les écrous excentriques des roues. Ensuite, on va mettre la bague à ressort sur la vis et rentrer les bagues dans la pièce de liaison en PLA. Ça force un peu et c'est normal. Deux vis viennent bloquer la bague du haut en rotation, mais il faut laisser de 1 à 2 mm de jeu sans les visser à fond. Une fois la vis engagée dans la pièce de liaison, on peut la placer sur la glissière. Et on va fixer provisoirement un morceau de bois qui préfigurera le tablier de l'ascenseur. Il sera vissé pour que les deux supports de voie soient bien solidarisés et que leurs bords externes soient bien alignés dans le même plan. C'est indispensable pour qu'il n'y ait pas de contrainte sur la vis. On placera les deux supports bien à la même hauteur avec un niveau en tournant les vis à la main. Donc à ce stade, on a les glissières maintenues sur les cornières dans les plans X et Y et maintenues entre elles pour empêcher toute rotation de l'une ou l'autre. Tout est parfaitement verrouillé et rigide. On va maintenant pouvoir marquer avec précision le point où la vis tombe sur le bois. Et c'est là qu'on fera le trou de sortie du moteur, qui est un trou de 20 à 22 mm qui est réalisé avec une petite scie cloche. Le moteur sera fixé en dessous avec le support anti-vibration et deux vis. Il est impératif que la vis tombe littéralement dans la bague de liaison sans aucune contrainte comme on le voit sur cette vidéo. La bague de liaison a un trou de 8 mm côté vis et de 5 mm côté moteur. Elle est flexible et limite les vibrations du moteur et les contraintes sur la vis. À ce stade, les vis doivent tourner librement, sans effort et sans jeu, et on s'assure que les supports de voie montent et descendent sans problème. On pourra faire un premier essai avec les moteurs et un petit code d'essai que j'ai mis en téléchargement sur mon Google Drive. Pour réaliser l'essai, placez l'ascenseur à mi-hauteur, bien horizontal, et retirez le morceau de bois qui a servi à solidariser les supports de voie gauche et droit. Le code d'essai simule 5 niveaux assez rapprochés, en commençant par descendre, puis remonte lorsque le 5e niveau est atteint. Si l'ascenseur monte au lieu de descendre, il faudra inverser le sens de branchement des fils sur les moteurs. Pour l'essai, les deux moteurs sont commandés séparément et le branchement est rappelé dans l'entête du logiciel. Il faut alimenter l'Arduino en 5 volts par sa prise USB par exemple, et les drivers en 12 volts. La carte des drivers a déjà été décrite dans la vidéo précédente. Il ne doit y avoir aucun bruit suspect ni vibration excessive et le tout doit coulisser librement. Étape suivante, on va mettre une cornière en aluminium en haut qui va relier les deux glissières pour apporter encore plus de rigidité, mais aussi pour pouvoir loger les deux roulements qui vont achever d'immobiliser les vis dans tous les plans. Les roulements sont fixés au double face qui a l'avantage d'absorber aussi les vibrations. Sur les glissières, j'ai mis des joints de tête de robinet qui font office de cylinder block pour éviter les vibrations de la cornière. C'est une cornière de 20 mm par 40 mm. Des caches imprimées en PLA viennent assurer la finition des deux côtés. Pour le tablier de l'ascenseur, j'ai utilisé de la cornière d'aluminium de 20 mm par 20 mm et de 2 mm d'épaisseur, et un contreplaqué de 5 mm pour supporter la voie. Ça donne un ensemble à la fois très léger et très rigide. Les extrémités sont faites avec une pièce imprimée en PLA pour avoir une jonction de bonne qualité entre la voie du pont et la voie d'accès et de sortie, car on aura un petit millimètre de jeu seulement.
Le contreplaqué est boulonné sur les cornières avec des boulons de 3 mm et la voie est posée par-dessus. Ces boulons seront cachés plus tard par un trottoir imprimé en PLA qui fera toute la longueur du pont. Ici, l'ascenseur est en position haute et on voit la précision de l'ajustage des différents éléments et leur parfait parallélisme qui est le gage d'un bon fonctionnement. Et enfin, j'ai mis un capteur infrarouge pour la détection de fin de course en haut et qui permet de déterminer le zéro d'où seront calculés les différents niveaux. Il est vissé sur le support de droite et un index est fixé sur le support de voie de ce côté. Au départ, j'avais prévu de mettre un micro-switch, mais je n'ai pas assez de place en hauteur sous le bandeau en alu. Vers le bas, il n'y en a pas besoin, car la distance maxi à laquelle on peut descendre est comptée à partir du niveau 0, et c'est donc le logiciel qui permet de ne pas descendre en dessous. Donc le montage est assez simple. Ce qu'il faut bien respecter, c'est d'avoir un cadre très rigide et que les vis et les glissières soient bien parallèles dans tous les plans et que le pont mobile soit bien parallèle aussi aux glissières dans le plan frontal aussi bien qu'horizontal. Il ne doit y avoir aucune contrainte sur les vis. Et voici un essai avec une rame Capitol de 4 voitures dessus. Dans l'idéal, il faudrait que je puisse rallonger le pont à 1,50 m au moins. Mais ça va dépendre de l'endroit où il sera installé, car ce n'est pas encore déterminé avec précision. Le problème étant surtout avec la voie d'accès, qui ne doit pas dépasser 2,5% de pente et garder 10 cm de voie droite juste avant d'arriver sur le pont. Donc il y a encore pas mal de problèmes à résoudre de ce côté-là. On note qu'il n'y a pas de bruit parasite, pas de grincement ni de vibration. Si c'était le cas, ça proviendrait d'un problème de parallélisme des vis et des glissières ou de contraintes appliquées sur les vis. Et il faudrait corriger car le phénomène ne pourra que s'accentuer. Le code de ce bout d'essai est sur mon Google Drive avec le lien dans la description de la vidéo. Il y a un code pour la commande des 2 moteurs simultanés et un autre code avec les 2 moteurs en parallèle. Pour finir, et pour ceux que ça intéresse, car j'aime bien tout connaître sur ce que j'utilise, on va voir de plus près la technologie de ces vis qu'on appelle vis trapézoïdales ou vis mères, et qui permettent de convertir la rotation d'un moteur pas à pas en mouvement linéaire précis. Il existe plusieurs types de filetage, mais celui utilisé ici est de type trapézoïdal uniforme. Ces vis sont caractérisées par le nombre de filets qui va de 1 à 4, le pas ou pitch qui est la distance entre 2 filets, et l'avance ou lead qui est la distance parcourue par l'écrou à chaque tour de vis. Plus il y a de filets, et plus l'écrou avance à chaque tour. On voit que chaque type de vis dépend du compromis qu'on veut obtenir entre la vitesse de déplacement et la précision. Les vis que j'ai utilisées sont des TR 8 par 8, c'est-à-dire qu'elles ont 8 mm de diamètre et un lead de 8 mm aussi. Donc l'écrou avance de 8 mm à chaque tour de vis, et comme le moteur fait 200 pas par tour, on a une précision de 4 centièmes de millimètre au niveau du déplacement. Mais on verra qu'on peut encore descendre plus bas en utilisant la possibilité de piloter les moteurs en micro-pas et en divisant chaque pas jusqu'à 64, ce qui donne une précision micrométrique, mais dont on n'a pas besoin pour l'ascenseur. La précision du dixième de millimètre étant largement suffisante.
Ces deux précisions sont par contre nécessaires sur des imprimantes 3D ou sur des CNC. Maintenant, on va voir comment fonctionnent les écrous anti-jeu, appelés aussi écrous anti-backlash, sur les vis trapézoïdales. Un jeu axial peut se produire entre la vis et l'écrou, surtout lorsque la direction du mouvement change. Ce jeu est dû à l'espace entre les filets de la vis et ceux de l'écrou, l'usure avec le temps, le besoin de garder aussi une certaine tolérance pour éviter le blocage. Dans un système avec moteur pas à pas, ce jeu peut causer des imprécisions dans le positionnement, des vibrations, des bruits. La solution, c'est l'écrou anti-jeu à ressort. Alors au niveau du fonctionnement, on a deux demi-écrous qui sont montés l'un contre l'autre sur la vis trapézoïdale. Un ressort pousse ces deux demi-écrous dans des directions opposées, de manière à ce que leur filet s'appuie fermement sur les deux flancs opposés du filet de la vis, supprimant ainsi l'espace entre vis et écrou. Résultat, le jeu est compensé par une précharge mécanique constante qui est maintenue par le ressort. Alors les avantages, c'est évidemment la suppression du jeu mécanique, une meilleure précision de positionnement, une réduction du bruit lors des inversions de sens et une longévité améliorée dans les systèmes à haute fréquence d'inversion. Les limites, c'est l'usure du ressort et avec le temps la précharge peut diminuer. Il y a aussi un frottement accru, la force du ressort ajoute une résistance ce qui peut demander plus de couple moteur et ce système n'est pas adapté aux charges très lourdes, il faut alors utiliser des vis à billes. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'une des deux bagues ait un certain degré de liberté en translation. Dans mon cas, la petite bague est bloquée en translation et en rotation et sert d'appui. Il faut donc que la grande bague du haut ait 1 ou 2 mm de liberté et il ne faut pas visser les fixations à fond. Et pour finir, on va voir la liste des courses à prévoir. Avec tout d'abord deux moteurs NEMA 17. Ceux que j'ai pris sont des 17 HS 8401. Alors il en existe des plus performants, mais aussi des moins performants. Ceux-là semblent faire le job sans problème. Ils peuvent soulever près de 5 kg chacun, ce qui laisse beaucoup de marge. Les drivers sont des TMC 2209. On les a vus dans la dernière vidéo avec la carte pour les monter. Alors il existe des cartes toutes faites, ce sont des shields pour CNC. Dans l'écosystème Arduino, les shields, ou boucliers en français, sont des cartes additionnelles qui viennent se placer sur l'Arduino en se connectant directement aux broches, et il en existe pour pas mal d'applications, dont la fabrication de machines à commande numérique, les CNC. J'en ai pris une pour voir, mais ça ne correspond pas vraiment à mon projet, et ça n'apporte au final rien d'intéressant, d'autant que ça oblige à avoir l'Arduino et les drivers dans la même boîtier, alors que j'ai opté pour un boîtier de commande avec l'Arduino, l'écran LCD et les boutons d'un côté, et de l'autre côté sur l'ascenseur, les drivers et les relais de commutation. Les deux étant reliés par un câble réseau 4 paires torsadées sur des prises RJ45. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc sachez que ces shields CNC existent et qu'il pourra aider les allergiques au fer à souder qui n'auront alors que des fils tout faits à brancher entre les différents connecteurs. La liste des courses de l'électronique sera détaillée dans la prochaine vidéo. Donc pour la mécanique, il faut aussi ajouter deux fixations amortisseurs pour fixer les moteurs au caisson, deux bagues d'adaptation pour relier la sortie des moteurs qui est en 5 mm et les vis mères qui sont en 8 mm. Alors il faut prendre des bagues à amortisseurs et pas des bagues rigides qui sont plutôt adaptées à une transmission par courroie. Mais dans le cas d'une liaison directe au moteur, il vaut mieux avoir une bague plus souple. Il faut aussi les deux vis mères. Donc celles que j'ai prises sont en 8 mm avec 4 filets, un pas de 2 mm et un lead de 8 mm. Les deux écrous anti-jeu sont souvent vendus avec, et vous pouvez aussi éventuellement acheter deux écrous en laiton simple. Les profilés alu en 2020V et leurs deux plaques coulissantes. À ce sujet, sur le site où je les ai commandées, elles étaient marquées 2040, alors qu'elles correspondent bien au profilé 2020. Donc regardez bien aussi les photos. N'oubliez pas non plus les écrous qui viennent se mettre dans la glissière des profilés et qui sont nécessaires pour fixer les pièces en PLA de liaison avec les cornières en haut. On a aussi les deux embasses carrées de 20 mm par 20 mm pour supporter les glissières par le bas. Elles ne sont pas forcément indispensables, mais sont quand même pratiques. Il faut aussi du profilé d'alu de 2 mm d'épaisseur
en cornière de 20 mm par 20 mm pour le support de la voie et en 20 mm par 40 mm pour la traverse du haut. On ajoute aussi un détecteur infrarouge ou un micro-switch pour les contacts en fin de course et enfin du contreplaqué pour faire le caisson de base. À tout ça, il faudrait aussi ajouter une imprimante 3D PLA qui est vraiment indispensable avec un réseau de train. Et franchement, je ne vois pas comment on peut s'en passer. Je le rappelle, elle s'amortit presque immédiatement avec les toutes premières pièces imprimées et elle vous fera faire des économies qui se chiffrent en milliers d'euros très rapidement quand on voit le prix de n'importe quelle bricole vendue dans le commerce spécialisé. Donc c'est vraiment dommage de faire l'impasse là-dessus. Au sujet du prix, je ne vais pas essayer de chiffrer le prix de revient de cet ascenseur, car il peut varier dans un rapport de 1 à 5 selon la provenance des composants et des matériaux. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra le boîtier de commande et comment j'ai choisi de disposer les composants électroniques et on finira avec le logiciel de gestion. À bientôt!